Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau décryptage de Plus belle la vie, encore plus belle. Aujourd'hui, on se penche sur l'épisode 508, un épisode où la tension franchit un cap, où les apparences tombent, et où certaines vérités commencent enfin à laisser des traces irréversibles. Dès les premières minutes, le danger est palpable. Jean-Paul Boé et Patrick Nebout pénètrent dans un appartement sous haute surveillance, arme à la main, persuadés que le pire est peut-être déjà arrivé. Mais ce qu'ils découvrent sur place va bouleverser l'équilibre fragile de cette affaire. Noémie est là. Les enfants sont sains et saufs. Et pourtant le malaise ne disparaît pas. Au contraire, il s'installe. Très vite, les soupçons s'intensifient. Le comportement de Noémie, son mémoire, ses recherches, son intérêt pour la vie privée des policiers, tout devient sujet à interrogation. Patrick pose alors des limites claires, définitives. Cette fois, il ne s'agit plus seulement d'enquête, mais de protection. Et de méfiance. Pendant que le Mistral tente de retrouver un semblant de légèreté, entre tensions au service et révélations inattendues, l'ombre de cette intrigue principale continue de s'étendre. Vadim, lui, se retrouve pris au piège d'une relation qui lui échappe. Entre silence, colère et rupture brutale, il comprend trop tard qu'il a peut-être été entraîné dans une histoire qui le dépasse. Et lorsque de nouvelles images font surface, laissant apparaître une présence inquiétante en arrière-plan, le danger cesse d'être abstrait. Il devient réel. Imminent. Viol. Cet épisode 508 marque un tournant. Les masques tombent, les relations explosent, et certaines blessures, longtemps enfouies, refont surface avec une brutalité glaçante. Alors que cache réellement Noémie? Jusqu'où cette affaire est-elle prête à aller? Et qui, désormais, est vraiment en sécurité? On analyse tout ça ensemble, maintenant. Le nouvel épisode de Plus belle la vie s'ouvre sur une scène sous haute tension, où le danger semble enfin se matérialiser. Jean-Paul et Patrick pénètrent dans l'appartement, arme à la main. Le silence est pesant, chaque pas résonne comme une alerte. Ils avancent lentement, prêts à toute éventualité, et tombent soudain face à Noémie. Elle est là, immobile, parfaitement calme. Les enfants sont avec elle. Vivants. Indemnes. Rien ne semble s'être produit. Le soulagement est immédiat, mais il ne dissipe pas la méfiance. Jean-Paul et Patrick ne s'attardent pas. Le message est clair, froid, sans appel. Ils lui demandent de partir. Maintenant. Noémie ne proteste pas. Elle encaisse, fixe brièvement Patrick, puis s'exécute sans un mot. Cette absence de réaction, presque troublante, ne fait qu'alimenter le malaise. Une fois la situation sécurisée, Boé et Nebout prennent une décision commune. Il n'est plus possible de laisser planer le doute. Noémie sera convoquée au commissariat dès le petit matin. Elle devra s'expliquer. Sur son mémoire. Sur ses recherches. Sur son attitude. Et sur ce qu'elle tait encore. Pendant ce temps, l'inquiétude gagne Léa et Babette. Elles ont suivi l'affaire de loin, mais suffisamment pour comprendre que quelque chose de profond se joue. Pour elles, le problème dépasse l'enquête. Elles redoutent que Noémie nourrisse une colère ancienne, viscérale, contre la police. Une haine silencieuse, forgée par le passé, par des blessures jamais refermées. Si c'est le cas, alors l'affaire Vadim n'est peut-être que la surface d'un conflit bien plus dangereux. Et la confrontation à venir au commissariat pourrait révéler une vérité que personne n'est vraiment prêt à entendre. La scène suivante change de registre et ramène le récit à des enjeux plus quotidiens, sans pour autant perdre en tension. Au service, Vanessa observe Aya d'un œil critique. Elle la trouve trop lente, trop attentive, trop impliquée avec les clients. Pour Vanessa, le constat est simple, Aya consacre beaucoup trop de temps à chaque table. Elle lui rappelle que le service doit être efficace, rentable, maîtrisé. Chaque déplacement doit compter. Il faut aller plus vite, passer moins de temps à discuter, tout en conservant le sourire et une attitude irréprochable. Le message est clair, la gentillesse ne doit pas nuire à la productivité. Aya encaisse, un peu déstabilisée. Elle essaie d'expliquer qu'elle aime prendre le temps, créer un lien, mais Vanessa ne lâche rien. À ce moment-là, Barbara intervient. Calmement, mais avec une pointe d'ironie.
Elle demande à Vanessa de montrer l'exemple. Et pour appuyer ses mots, elle lui tend un tablier. Si Vanessa veut imposer ce rythme, alors qu'elle le fasse elle-même, sur le terrain. La situation crée un léger flottement, mais aussi une remise en question silencieuse. Ailleurs, l'ambiance est plus légère. Charlotte propose à Steve un défi. Elle lui soumet un cas à résoudre, présenté comme une véritable énigme. Elle lance le pari avec un sourire, s'il trouve la solution avant la fin de la journée, elle lui offre un verre. Piqué au vif, Steve accepte immédiatement. Rapidement, il réalise que l'énigme est plus complexe qu'il n'y paraît. Il décide alors de demander de l'aide. Morgan et Jules se joignent à lui. Ensemble, ils croisent les idées, confrontent les hypothèses, éliminent les fausses pistes. Le travail d'équipe paie. Peu à peu, la solution s'impose. Avant la fin de la journée, le verdict tombe. Ils ont réussi. Steve peut savourer sa victoire, fier d'avoir relevé le défi, mais surtout d'avoir su s'entourer pour y parvenir. La scène se conclut sur cette réussite collective, offrant un contrepoint plus léger aux tensions qui continuent de s'accumuler ailleurs, en coulisses. La scène suivante bascule dans un affrontement frontal, où les masques tombent enfin. Noémie tente de se justifier. Elle explique qu'elle voulait comprendre comment Patrick Nebout et Jean-Paul Boé fonctionnaient dans leur vie quotidienne. Observer leurs habitudes, leurs réactions, leur manière d'interagir en dehors du commissariat selon elle, c'était une façon de mieux saisir comment ils construisent leur raisonnement professionnel, comment naissent leurs théories, comment le privé nourrit parfois l'enquête. Elle parle d'un travail d'analyse, presque méthodologique, sans intention malveillante. Patrick l'interrompt aussitôt. Pour lui, il n'y a aucune ambiguïté. Ce qu'elle décrit n'est pas une démarche intellectuelle, mais une intrusion. Une violation claire de la frontière entre vie privée et travail policier. Il le dit sans détour, avec une fermeté glaciale. Elle a franchi une ligne qu'elle n'avait pas le droit de franchir. À cet instant précis, Noémie change de visage. Patrick vient de lâcher une phrase qui la déstabilise complètement. Il lui révèle qu'il sait tout concernant son père. Tout. L'accusation de meurtre. Le suicide. Le traumatisme laissé derrière lui. La réaction de Noémie est immédiate. Son assurance s'effondre. Son regard se durcit, puis vacille. Ce n'est plus une étudiante en contrôle, ni une observatrice distante. C'est une femme rattrapée de plein fouet par une blessure intime qu'elle croyait enfouie. Patrick ne s'arrête pas là. Il la met en garde, clairement, sans la moindre hésitation. À partir de maintenant, elle ne doit plus s'approcher de Lucie, d'Aurore ni de Raphaël. Jamais. Ce n'est pas une recommandation, c'est une interdiction. Il parle en policier, mais surtout en père. Il ne tolérera aucun risque, aucune zone grise. Le silence qui suit est lourd, presque étouffant. Noémie ne répond pas. Elle encaisse. Derrière son mutisme, quelque chose se fissure définitivement. La confrontation a fait éclater la vérité, ce qui ressemblait à une étude froide et rationnelle cache en réalité une histoire personnelle profondément marquée par la violence, la perte et la défiance envers l'institution policière. La scène se referme sur cette rupture nette. Désormais, il ne s'agit plus seulement d'un mémoire universitaire ou d'une enquête troublante. Il s'agit de protection, de limites imposées, et d'un danger que Patrick refuse désormais de sous-estimer. La scène suivante apporte une respiration inattendue, teintée de légèreté et de surprise. Au Mistral, Thomas, Barbara et Aya observent la salle avec attention. À leur grande surprise, Vanessa s'en sort remarquablement bien au service. Elle enchaîne les tables avec aisance, efficace, souriante, sans jamais perdre le contrôle. Les commandes sont fluides, les clients satisfaits, et le rythme est parfaitement maîtrisé. Loin de la posture de donneuse de leçons, Vanessa est pleinement dans l'action. Face à leurs regards étonnés, Vanessa finit par lâcher la vérité. Elle avoue qu'elle a déjà travaillé dans la restauration. Mieux encore, elle a été barmaid lorsqu'elle était jeune. Une révélation qui change immédiatement le regard que les autres portent sur elle. Ce n'est plus seulement la femme exigeante et rigide que l'on voit, mais quelqu'un qui connaît le terrain, les contraintes, la pression du service. Barbara et Aya échangent un sourire.
elle décide d'appliquer les méthodes de Vanessa Kepler. Une organisation plus stricte, des déplacements optimisés, une attention portée à l'efficacité sans négliger le contact avec les clients. L'idée n'est pas de renier leur personnalité, mais de trouver un équilibre plus professionnel. Thomas, amusé, observe la scène. Il reconnaît que Vanessa est décidément pleine de surprises. Là où il ne s'attendait qu'à des tensions, il découvre une alliée inattendue, capable de s'intégrer et d'apporter quelque chose de concret au fonctionnement du Mistral. La scène se termine sur cette dynamique nouvelle. Une équipe qui se réajuste, des préjugés qui tombent, et Vanessa qui, une fois encore, prouve qu'elle ne se laisse jamais enfermer dans une seule image. La scène suivante recentre le récit sur Vadim, visiblement de plus en plus déstabilisé. Vadim cherche Noémie. Il passe au pavillon des fleurs, persuadé qu'elle est peut-être avec Blanche. Il regarde autour de lui, pose la question, espère une réponse rassurante. Mais Noémie n'est pas là. Et surtout, elle ne lui a rien dit. Aucun message, aucune explication, aucun signe. Ce silence le perturbe profondément. Vadim sent que quelque chose lui échappe. Depuis l'agression, Noémie s'est refermée, change d'attitude, disparaît sans prévenir. Il a l'impression d'être tenu à distance, comme si elle avançait sur un terrain auquel il n'a pas accès. Cette mise à l'écart le trouble autant qu'elle l'inquiète. Blanche perçoit son malaise. Vadim essaie de relativiser, mais ses mots finissent par trahir ce qu'il ressent vraiment. Il lâche, à mi-voix, presque comme un constat résigné. Elle est compliquée cette meuf. Derrière cette phrase un peu brute, il y a surtout de l'impuissance. Vadim tient à Noémie, mais il ne sait plus comment l'approcher, ni comment comprendre ce qu'elle traverse. Il sent que des zones d'ombre grandissent autour d'elle, et que plus il essaie de s'en rapprocher, plus elle lui échappe. La scène s'achève sur ce déséquilibre silencieux. Noémie avance seule, enfermée dans ses secrets, tandis que Vadim reste à l'écart, conscient que quelque chose est en train de se jouer sans lui et peut-être contre lui. La scène suivante éclate dans une violence verbale brutale, à la sortie du commissariat. Vadim rejoint Noémie, persuadé qu'ils vont enfin pouvoir parler. Mais à peine a-t-il le temps d'ouvrir la bouche que Noémie lui tombe dessus. Elle l'engueule sans retenue. Sa voix est sèche, tranchante. Elle l'accuse frontalement, si elle a été virée, c'est à cause de lui. À cause de son implication, de ses questions, de tout ce qu'il a attiré autour d'eux sans le vouloir. Noémie ne ménage pas Vadim. Elle lui parle mal, le rabaisse, le tient pour responsable de ce qui lui arrive. Vadim encaisse, sidéré. Il ne comprend pas cette explosion soudaine, ce déferlement de colère qu'il n'a pas vu venir. Il essaie de se défendre, de demander des explications, mais Noémie ne lui laisse aucun espace. Puis elle tranche, sans détour, sans retour possible. Nous deux, c'est mort. La phrase tombe comme un coup près. Noémie tourne les talons, le laissant là, figé, incapable de comprendre comment leur relation a pu s'effondrer aussi violemment. Vadim reste seul, perdu, cherchant une logique là où il n'y a que du chaos. C'est à ce moment-là que Patrick arrive. Il a assisté à la scène, ou du moins à ses derniers instants. Voyant l'état de Vadim, il s'approche et tente de lui expliquer ce qui se joue réellement. Il lui parle avec une certaine gravité. Selon lui, Noémie ne s'est pas rapprochée de Vadim par hasard. Elle aurait cherché, à travers lui, à obtenir des informations sur Patrick, sur sa manière de fonctionner, sur sa vie personnelle. Patrick ne cherche pas à accabler Noémie, mais à faire comprendre à Vadim qu'il a été pris dans quelque chose qui le dépasse. Une stratégie brouillée par les blessures, la colère et le passé de Noémie. Il lui fait comprendre que ce rejet brutal n'est peut-être pas seulement dirigé contre lui, mais contre tout ce qu'il représente malgré lui. La scène se termine sur ce constat amer. Vadim réalise qu'il a sans doute été un pion dans une histoire bien plus sombre. Et pendant que Noémie s'éloigne, enfermée dans sa rage et ses secrets, les dégâts émotionnels, eux, restent bien réels. La scène suivante prolonge la rupture dans une tension à vif, prête à exploser. Vadim n'en peut plus. Face à Patrick, il laisse éclater sa colère, sans filtre, sans retenue. Quand est-ce que vous allez arrêter de me pourrir la vie ? La question claque comme une accusation globale, dirigée contre tout ce qui l'a entraîné dans cette spirale.
Sans attendre de réponse, il tourne les talons et lâche, froidement, qu'il ne veut plus jamais le voir. Ni maintenant, ni plus tard. C'est une coupure nette, définitive, chargée d'amertume. Un peu plus tard, Vadim retrouve Blanche autour des photos qu'elle a prises. En les observant attentivement, un détail attire son regard. Sur l'un des clichés, il a l'impression qu'il y a quelqu'un derrière. Une silhouette, une présence floue, presque invisible au premier coup d'œil. Blanche regarde à son tour. Le doute s'installe. Et si elle n'avait pas rêvé? Et si quelqu'un les surveillait déjà à ce moment-là? Ils prennent une décision immédiate, ces photos doivent être montrées à la police. Trop d'éléments coïncidents pour être ignorés. Mais ils n'ont pas le temps d'aller plus loin. Théo débarque soudainement au pavillon des fleurs. Son attitude n'a plus rien d'ambigu. Il est agressif, menaçant. Il s'en prend directement à Blanche, exige qu'elle lui rende l'appareil et les photos. La situation dégénère en quelques secondes. Théo l'empoigne, la bouscule, prêt à tout pour récupérer ce qui pourrait le compromettre. Blanche résiste, paniquée, tentant de protéger l'appareil. Puis un bruit retentit. Des pas. Une présence qui approche. Théo se fige, jette un dernier regard chargé de haine, puis prend la fuite. Il disparaît aussi vite qu'il est arrivé, laissant Blanche seule, tremblante, sous le choc. La scène se termine dans un silence lourd. Cette fois, il n'y a plus de doute. Le danger est réel. Et ce qui n'était encore qu'une enquête trouble vient de franchir un seuil inquiétant, où la violence n'est plus seulement suggérée, mais désormais prête à frapper de plein fouet. L'épisode 508 se referme sur un sentiment d'inconfort persistant. Rien n'est totalement résolu. Au contraire, les certitudes se fissurent, et ce qui paraissait clair devient soudainement trouble. Noémie, désormais isolée, avance seule, enfermée dans ses silences et ses blessures. Ce qui ressemblait à un simple travail universitaire s'est transformé en une ligne rouge franchie, en une intrusion qui a réveillé des traumatismes enfouis et provoqué une réaction en chaîne incontrôlable. Face à elle, Patrick Nebou n'agit plus seulement en policier, mais en père, décidé à ne laisser aucune place au doute lorsqu'il s'agit de protéger les siens. Vadim, lui, paie le prix fort. Pris malgré lui dans une histoire qui le dépasse, il se retrouve à la fois rejeté, manipulé et profondément blessé. La rupture est brutale, définitive, et laisse derrière elle un vide chargé de colère et d'incompréhension. Ce qu'il croyait être une relation sincère se révèle peut-être n'avoir été qu'un moyen, un passage, une zone grise de plus dans cette affaire trouble. Pendant ce temps, les apparences de légèreté au Mistral ne suffisent plus à masquer la gravité de ce qui se joue en coulisses. Même lorsque les tensions semblent retomber, l'ombre du danger plane encore. Les photos, la silhouette en arrière-plan, l'agression de Blanche, autant de signaux inquiétants qui confirment une chose, quelqu'un observe, quelqu'un agit, et quelqu'un est prêt à aller beaucoup plus loin. Cet épisode marque un véritable point de bascule. Les masques tombent, les relations se brisent, et la frontière entre enquête, vie privée et vengeance personnelle devient de plus en plus floue. Plus personne n'est totalement à l'abri, et chaque décision prise aujourd'hui pourrait avoir des conséquences irréversibles demain. La question n'est plus de savoir si la vérité va éclater, mais à quel prix. Et surtout qui sera encore debout quand tout sera enfin mis en lumière. La suite s'annonce plus tendue, plus sombre, et sans doute bien plus dangereuse qu'on ne l'imagine.